Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nombreuses entreprises en détresse attendent toujours les mesures concrètes pour la relance de la croissance économique au Cameroun. Ces différentes entreprises ont misé à nouveau sur Célestin Tawamba, réélu à la tête du JICAM pour dénoncer les lenteurs des réformes économiques au Cameroun, la pression fiscale et surtout revendiquer l'amélioration de l'environnement des affaires dans un contexte où la crise sanitaire et la crise anglophone impactent les performances des entreprises au Cameroun. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Et à l'international, la secte islamiste Boko Haram revendique l'enlèvement de plus de 300 personnes, essentiellement des élèves, au nord-ouest du Nigeria. Elle continue de montrer sa puissance et sa nuisance, malgré la mobilisation de la force multinationale en attente du bassin de l'Arcade, qui s'est mise en branle depuis plusieurs mois. On fait le point sur la lutte contre le terrorisme transfrontalier dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Environ 100 personnes sont décédées dans les trous miniers ces dernières années au Cameroun. Les victimes sont en majorité des enfants. Cette série noire d'incidents meurtriers est liée au refus des entreprises minières de restaurer les sites une fois l'exploitation achevée. Le code minier est ainsi transgressé malgré les suspensions de certaines entreprises incriminées. La société civile déplore le laxisme dans la stratégie de protection et de prévention contre l'exploitation illégale des mines au Cameroun. C'est une enquête signée Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Ce sont les exploitants miniers comme ça qui causent énormément de trous dans les lamentations d'un parent qui peine à digérer le décès de son fils de 12 ans, survenu le 13 septembre 2017, dans un puits minier abandonné à Kambele, dans l'arrondissement de Batouri. L'enfant est quitté de la maison à 10 h après dégrainer le maïs avec sa maman. Avec ses camarades, ils jouaient, bon, ça, la maman croyait toujours comme l'habitude qu'il est là. L'enfant, c'est l'enfant. Et ils sont passés, ils étaient de passage. Courant que peut-être c'est 50 cm ou 1 mètre, et ils ont vu l'eau. Finalement, quand lui il part là, c'était pour de bon. Et quand cet enfant rentré dans l'eau, il est rentré dans l'eau, c'est la boue. La boue était jusqu'ici. L'eau était au-dessus, la boue était par en bas. Et pour retrouver cet enfant, on a fait 2 jours, auquel j'ai payé 160 000 francs de plongeurs. Les premiers ont dit qu'ils ne peuvent pas arriver là-bas. C'est les seconds qui sont venus, ils ont dit qu'ils ajoutent de l'argent. J'étais obligé d'ajouter de l'argent parce qu'ils voulaient voir le corps de mon enfant. 3 ans après le drame, le tribunal de première instance de Batouri a condamné l'entreprise grecque Metallicon à verser 500 000 à la famille du défunt, plus 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts. C'est cette entreprise qui a abandonné le trou, qui a ôté la vie au petit Sostin Samba. La décision rendue le 20 août 2020 l'a reconnu coupable des faits d'activité dangereuse et d'homicide involontaire. Un aboutissement qui n'a été possible que grâce à l'assistance juridique que le FODER a apportée à la famille. Le FODER ne peut pas mener cette dure tâche sans la participation des autres acteurs, notamment les journalistes que vous êtes. FODER continuera à sonner l'alarme, à informer les autorités, à mettre la pression sur les gouvernants pour que des mesures soient prises afin que les entreprises puissent restaurer les sites dont ils ont la responsabilité. Certes, cette condamnation ne fera pas revenir le petit Samba qui manque cruellement à sa famille. Mais c'est un signal fort à l'endroit des familles des nombreuses victimes des chantiers miniers ouverts et abandonnés dans plusieurs localités du pays. Et ce n'est pas un trou, il y a au moins plus de 17, il y a plus de 17 non fermés, non aménagés, à Batouri, à Kambele, auquel même le juge d'instruction a même fait une descente là-bas, par le concours de l'ONG FODER. Moi-même, après le décès de mon enfant, j'ai trouvé un fil à plomb. Moi, je suis parti, j'ai jeté ça à l'intérieur là-bas, j'ai ressort ça, mais vraiment c'est plus de 12 mètres, 15 mètres. Mais comment on peut garder les choses comme ça, pareil, à côté d'une ville, à côté d'un village, et les gens passent, ceux qui vont au champ. Dans le cas d'espèce, la responsabilité de l'entreprise grecque est engagée par l'article 228 du Code pénal qui traite des activités dangereuses. Celui-ci fait obligation à quiconque de prendre des précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. La première disposition légale qui est violée, qui est liée au décès des gens dans ce puits,
c'est la non-restauration des sites après exploitation. Il faut rappeler aussi que la majorité de ces entreprises qui exploitent sans titre d'exploitation. Et donc on peut aussi dire qu'ils travaillent de manière illégale. La responsabilité de l'État est également engagée dans la mesure où il est de son devoir régalien, en tant que garant de notre sécurité, de mettre fin aux activités dangereuses, quelles qu'elles soient. Malheureusement, le cas du jeune Samba, qui n'est pas un cas isolé, n'a pas servi de leçon jusqu'ici, puisque les mêmes activités dangereuses se poursuivent sur le terrain, au vu et au su de tous. Même à l'heure où je parle, les activités continuent là-bas. Ça continue, non sécurisé toujours. Pas de balises, pas de signalisation, ce n'est même pas gardé, c'est comme ça qu'on vous dit. Même les trous auxquels, même là où mon enfant est mort là, c'est encore là jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas un, c'est plus de 17. Et il faut qu'on continue de la même manière. Et les autorités connaissent, ils voient ça. Il y a un délégué département de mines là-bas, il y a un délégué régional de mines, ils sont là. Joint au téléphone, le directeur des mines au ministère de l'Industrie n'a pas souhaité s'exprimer sans l'aval de sa hiérarchie. Néanmoins, il nous fait dire que dans le cas du petit Samba, l'entreprise incriminée avait été suspendue. Sauf que l'État, qui aurait dû porter plainte contre Métallicon pour activités dangereuses, s'est illustré par un mutisme et un laxisme qui font peser de lourds soupçons de complicité. Toute chose qui est contraire aux articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel fait obligation à l'État de défendre le droit à la vie et à la sécurité des personnes. Au cours de cette semaine, nous avons eu l'information de 3 décès dans la région de l'Est, notamment 2 dans la zone de Kété et un autre dans la zone de Betaoya, dans un puits abandonné. Nous voudrons vraiment que les autorités prennent à bras le corps ce problème et d'exiger vraiment aux entreprises de refermer les trous. On ne peut pas puiser de l'or et laisser que nos enfants meurent et nos bêtes meurent. Selon une enquête du FODER, ce sont au moins 90 enfants qui ont perdu la vie ces 10 dernières années dans les puits miniers abandonnés par les entreprises dans les localités de Betare-Oya, Goura et Batori dans la région de l'Est. Il importe dès lors que les communautés riveraines des zones d'exploitation ne restent plus les bras croisés et saisissent les juridictions compétentes en cas d'incident ou d'accident. Et au cas où elles n'auraient pas gain de cause, qu'elles s'en remettent aux instances internationales sur la base du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, signée et ratifiée par le Cameroun. Ses pairs lui ont renouvelé leur confiance pour les 3 prochaines années. Célestin Tawamba, réélu avec plus de 95% à la tête du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, dans un contexte de morosité économique où de nombreuses entreprises en détresse sont toujours dans l'attente des mesures concrètes pour la relance de la croissance économique, elle qui déplore la lenteur des réformes structurelles, la pression fiscale et l'impact désastreux de la crise sanitaire et la crise anglophone sur un tissu industriel encore embryonnaire. Le groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, dont son conseil d'administration et le bureau JICAM en action, réélu à la tête de cette instance patronale. Je vous invite à présent à suivre une attitude de Célestin Tawamba, président du JICAM, réélu pour un mandat de 3 ans à la tête de cette organisation patronale. Aujourd'hui, avec les membres de la liste JICAM à Nation Acte 2, que j'ai l'honneur de conduire, nous réitérons l'urgence de la nécessité pour notre pays de tout mettre en œuvre pour endiguer les reculs qui perdurent et répondre aux défis qui se profilent à l'horizon. Ce programme apporte modestement des pistes de solutions aux 3 axes qui symbolisent les échecs et les renoncements que je viens de rappeler. Il s'agit de la crise de confiance, de la crise d'investissement, de la crise de croissance. La crise de confiance est l'expression d'espoir déçu quant à la volonté d'engager des réformes structurelles d'envergure et de réunir ainsi les conditions d'un réel rebond de l'économie post-Covid-19. La crise d'investissement.
Autre préoccupation du programme des Nations Unies pour le développement, c'est la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le PNUD évalue le cycle actuel de sa coopération avec l'État du Cameroun. Ce programme des Nations Unies entend intensifier sa collaboration avec le gouvernement en vue de réaliser de nombreux projets de développement dans des zones sensibles à travers le territoire national. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Alors que le cycle de coopération actuel entre l'État du Cameroun et le Programme des Nations Unies pour le développement arrive à son terme en 2021, le PNUD s'engage déjà à axer une partie importante du prochain cycle de coopération sur la situation des régions en crise au Cameroun. Le plan va adresser les fragilités et la résilience des populations les plus vulnérables, particulièrement dans les zones affectées par les crises. Au niveau du sud-ouest, nous avons lancé cette année le plan de relèvement du nord-ouest et du sud-ouest. Ce plan va concerner le renforcement de la cohésion sociale, la reconstruction des infrastructures socio-économiques de base et aussi la revitalisation de l'économie locale. De manière globale, au Cameroun, il sera question de la mise en œuvre des outils qui promeuvent une transformation de l'économie, qui impulse une croissance durable, bâtie sur 4 piliers. La transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et du bien-être, la promotion de l'emploi et de l'insertion économique, la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État. Le cycle de coopération, qui arrive à son terme selon le gouvernement, a permis de mettre cela en perspective. Beaucoup a été fait dans tous les domaines. Le PNUD a mobilisé jusqu'ici 64 millions de dollars avec l'aide de certains pays. Le Cameroun lui-même a participé à s'arrimer, à travailler avec le PNUD pour que de façon cohérente, tous les domaines de compétences, n'est-ce pas, de ce cadre de coopération soit d'une façon ou d'une autre satisfait. On ne peut pas dire que la satisfaction est à 100%. Vous savez qu'entre-temps est intervenue la pandémie de la Covid-19. Le PNUD compte renforcer son positionnement stratégique vis-à-vis du gouvernement camerounais, des organisations privées et des organisations de la société civile d'une manière adaptative pour relever les multiples défis auxquels le Cameroun est confronté. En bref, à présent, le Premier ministre était en plein cœur d'une des régions économiquement sinistrée et frappée de plein fouet par le conflit armé. La région du sud-ouest, le Premier ministre Joseph Diangote s'est entretenu avec des chefs traditionnels après des attaques perpétrées contre certains de leurs collègues dans la région du sud-ouest. Ils avaient été enlevés et l'un d'entre eux est décédé en captivité, une situation qui a provoqué la colère des populations et l'exaspération des autorités traditionnelles. La rencontre s'est déroulée à huis clos et le Premier ministre a exhorté les populations à être derrière le chef de l'État pour mettre un terme à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il a réitéré la disponibilité du gouvernement et la mobilisation des forces de sécurité et de défense à faire face à la menace terroriste et séparatiste dans la région du sud-ouest. Évoquons à présent l'insécurité également dans la ville de Douala, à quelques jours des fêtes de fin d'année. Une fois la nuit tombée, des Camerounais vivent sur le qui-vive, notamment dans les principaux axes routiers de Douala. Faute d'éclairage public, les agressions se multiplient. Le vol des sacs est devenu un sport favori de certains brigands. Les agressions à main armée se multiplient. C'est le constat que font Cédric Chouna et Cédric Nding dans ce reportage. À moins de 10 jours des fêtes de fin d'année, la ville de Douala connaît un pic d'insécurité. À la nuit tombée, ce carrefour situé non loin de la mairie de Douala 2e devient le théâtre de larcins à répétition. Agressions à main armée et vol de sacs à main deviennent monnaie courante. Nous vivons actuellement dans l'insécurité totale. Tout à l'heure, là, je venais de voir comment on venait d'arracher le sac de quelqu'un tout juste à côté d'un commissariat. Vous voyez que même à côté du commissariat, on n'a pas peur. Les malfrats n'ont pas peur d'arracher le sac de quelqu'un. Donc, tout ce clairement que nous vivons dans l'insécurité totale. Je ne me sens pas vraiment en sécurité parce que même quand tu vois, j'ai l'écharpe comme ça, c'est pour cacher les cordes de mon sac au cas où quelqu'un pourrait l'arracher. Déjà, pas loin dans le quartier, il y a eu des agressions. Donc,
En ces temps de fête, vraiment, chacun se protège le mieux qu'il peut. Les femmes ne sont pas les seules cibles durant ces agressions nocturnes. Au lieu-dit Carrefour Chelnebel et Terminus, il ne se passe pas une seule nuit sans que des cas d'agression ne soient signalés. Malgré la présence de caméras de surveillance dans certains axes routiers censés dissuader d'éventuels agresseurs. Les radars là, ça fonctionne. Je ne pense pas que ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est que c'est ma foi qui arrache les sacs des gens. La police a eu à maîtriser tout cela. Les populations crient leur ras-le-bol et appellent les forces de l'ordre à mettre sur pied des opérations coup de poing afin que la cité économique vivent en sécurité. Ils devraient mettre l'accent sur les patrouilles, le rafle, le contrôle normal. Oui. Quand on les amène quelqu'un qui essaie de bien appliquer la loi qu'il faut, pas seulement on amène quelqu'un, il a ses moyens, il négocie demain, il peut encore refaire la même chose. Il y a les brigands là qui se baladent. Donc si on est dans les quartiers, surtout New Bell, c'est un quartier vraiment des fois qui fait peur, vu la délinquance et tout. Donc déjà si la police pouvait sillonner, regarder déjà s'il y a des pickpockets peut-être quelque part et agir. En attendant, c'est sur le qui-vive et la peur au ventre que les Doualais s'apprêtent à entrer dans la mouvance des fêtes de fin d'année. La ville de Douala brille-t-elle une fois la nuit tombée? Vous le savez, les décorations lumineuses qui annoncent le réveillon de Noël et le réveillon de fin d'année dans plusieurs artères de la ville de Douala. Ce n'est pas encore la réalité observée. Les populations critiquent la lenteur dans la décoration lumineuse. D'autres estiment qu'il y a des priorités dans ce contexte de crise sanitaire et de difficultés rencontrées par les populations. Évocation avec Sédek Chouna et Kediara. Moins de 10 jours avant les fêtes de Noël, la ville de Douala fait ça difficile et affiche pâle figure. La remarque que j'ai faite par rapport à l'année passée, à l'heure-ci, je crois la ville était déjà décorée, surtout le carrefour là, c'était vraiment bien décoré. Les Doualais, habitués à voir leur ville illuminée en temps de fête, ne comprennent pas très bien pourquoi, cette année, la ville garde son visage des temps difficiles. Je ne sais pas pourquoi les gens qui sont en charge de décorer la ville n'ont pas pu mettre cela en place. Donc c'est vrai, ça inquiète et on a l'impression que nous, on n'est pas en fête ou bien on ne va pas fêter. C'est aussi bien quand on commence déjà à voir que c'est décoré et tout, ça nous égaye. Si dans les années antérieures, on a vu les grands axes de la ville de Douala briller aux couleurs des guirlandes lumineuses et multiformes, cette année, l'essentiel des décorations se trouve à Bonanjo, notamment au jardin qui fait face à la poste centrale. Les services du gouverneur et ses environs sont également éclairés aux couleurs des fêtes de fin d'année. À Douala 2e, il faut être chanceux pour tomber sur quelques vestiges de l'année dernière qui ne fonctionnent que par endroits. Un fait que les riverains collent à la situation économique précaire rendue complexe par la maladie à coronavirus. C'est comme si cette année, on n'a pas mis l'accent sur les fêtes de fin d'année, sur les décorations, des jeux de lumière, comme d'habitude. On ne peut plus prendre des moyens colossaux pour investir sur des trucs comme ça. Il y a la crise dehors, avec les maladies et autres. Il faut tout de même le préciser, des travaux d'embellissement de la ville ont été enregistrés dans de nombreux quartiers. On voit un peu de changement. On trace les parkings, on essaye d'arranger certains lampadaires qui n'éclairaient il y a de cela peut-être 8 mois. Pour ce qui est des fêtes de fin d'année, les riverains devront certainement faire avec leurs propres accessoires de décoration installés à l'intérieur de leur maison. Dans le reste de l'actualité, ça roule désormais sur du bitume entre Yaoundé et Ngomezap. Le tronçon a été aménagé à la suite des dénonciations d'Equinox Télévision. Les usagers apprécient l'aménagement routier, mais exhortent le gouvernement à réhabiliter l'axe Mbalmayo-Ngomezap par Mengeme, ce qui allégerait leur souffrance. Ils l'ont fait savoir dans ce reportage signé Joël Lessengue et Aïk Cyril. Ça roule comme sur du velours. Sur l'axe Yaoundé-Ngomezap, par Mbankomo, Ngumu, Akono, Olama et autres. Tout est parti d'une dénonciation d'Equinox Télévision
soucieuse d'abréger les souffrances des usagers de cette route à l'époque enclavée. J'avais suivi à la télé Equinox, on avait parlé de ça, on avait fait un débat concernant le projet de la route. J'ai dit que c'est tellement très bien parce qu'Equinox, moi je connais Equinox depuis mon enfance, Equinox travaille tellement très bien. Et vraiment, nous sommes vraiment très contents comme la route est déjà là. Au moment de la dénonciation, les contempteurs du régime avaient voué Equinox Télévision aux gémonies. Mais aujourd'hui, tous s'avouent le bitumage de cette route. Mais si les usagers des 100 km de route environ qui séparent Yaoundé de Ngomedzap peuvent désormais circuler aisément, ce n'est pas le cas pour ceux qui souhaitent rallier Ngomedzap par Mbalmayo et Mengueme. Ils ont encore du souci à se faire. La route passe par Olama mais pas par Mengueme. L'état de la route de Mengueme est encore très trop accidenté, l'état de la route. Il manque seulement les routes du quartier là, parce que ce n'est vraiment pas facile. Le client vient même les propos de 2000, tu ne peux pas aller au quartier parce que la route est vraiment mauvaise. On a oublié de travailler les petits 500 francs sur la route qui est un peu bonne comme ça. Là. Notre problème pour le moment, c'est les petites routes des villages. Mais le reste, ça va. Cette route va jusqu'à Kribi, la cité balnéaire. Mais le linéaire qui dessert la localité de Ngomedzap est long de 50 km. Il a été construit après des dénonciations d'Equinox Télévision. Comme pour dire que là où Equinox passe, le développement suit. De Ngomedzap, dans le département du Nyon-Esso, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Parlons à présent de la première session du Conseil communautaire de la concurrence dans la zone CEMAC. Cette session s'est tenue ce jour à Douala. Il s'agit d'un organe technique de la commission de la CEMAC qui sera chargé de statuer en matière de concurrence des entreprises dans la zone de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en procédant à des enquêtes mais également des instructions sur toute question liée à la concurrence qui pourra lui être soumise par des organisations professionnelles ainsi que des organisations des consommateurs. Et cela porte éventuellement sur les cas de concurrence déloyale dans la zone CEMAC qui pourrait aboutir à des propositions de réforme législative. À cet effet, je vous invite à suivre les experts de la CEMAC qui travaillent au sein de ce Conseil communautaire de la concurrence, Michel Nyama, commissaire au marché commun de la CEMAC, et Juliette Egoué, qui est l'une des techniciennes conseillères, notamment pour le marché communautaire. Je crois que l'information est bonne, c'est celle qui consiste à vous dire qu'enfin, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dispose désormais d'un conseil au niveau sous-régional, bien qu'un certain nombre de pays n'ont pas encore mis en place leurs comités nationaux. C'est déjà un grand pas parce que nous avions un certain nombre d'entreprises qui évoluent dans notre espace et qui doivent évoluer en tenant compte de la stricte application des règles d'une saine concurrence. Ça c'est de 1 et de 2, mais de continuer à assurer également la protection des consommateurs dans notre espace. Comme vous pouvez le constater, dès cette première session, nous avons un certain nombre de dossiers que nous allons traiter tout à l'heure et qui concernent effectivement cela. Cette session inaugurale revêt toute son importance parce que, comme vous le savez, on est dans un espace économique, il faut absolument le réguler. Et c'est cela en économie. Voilà ce que je pourrais vous dire en mots préliminaires. Car pour le reste des détails, vous comprendrez cela à travers les premiers résultats qui sortiront de cette première session. Où en est la... C'est un organe technique de la commission de la CEMAC. Un organe qui est en charge de la mise en œuvre de la réglementation communautaire sur la concurrence qui a été révisée en 2019. Donc à travers l'adoption d'un règlement par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Et donc en termes de mise en œuvre, cette première session illustre bien que les textes communautaires sont mis en place et l'organe regroupe les experts des différents États membres. Et c'est un organe, un dispositif technique qui permet de s'assurer que les règles de concurrence sont bien appliquées. C'est un organe en réalité qui est en charge de mener des enquêtes au niveau des États membres, de s'assurer que les entreprises ne mettent pas en œuvre des pratiques anticoncurrentielles.
Et bien entendu, les pratiques anticoncurrentielles sont préjudiciables à l'économie. Et c'est un instrument qui permet d'encadrer la libéralisation. Puisque nous avons opté pour la libéralisation, il faut des dispositifs qui permettent de s'assurer que cette libéralisation permettra d'atteindre les objectifs escomptés. Où en est l'Afrique avec l'implémentation du vaccin contre la pandémie du Covid-19 ? L'Organisation mondiale de la santé interpelle sur les difficultés financières, logistiques et les réticences qui pourraient plomber toute action visant à lutter contre la propagation du Covid-19 sur le continent africain. D'autres précisions avec Nadine Yambo. Dans la course mondiale au vaccin contre le coronavirus, le continent africain est loin de remporter la bataille, affirme l'OMS. Les facteurs culturels, religieux et le fait que beaucoup d'Africains jusqu'ici refusent toujours de croire à l'existence de ce virus risquent de plomber tous les efforts de recherche et la campagne de vaccination de masse qui s'annonce. En plus du manque de moyens financiers et logistiques, l'Organisation mondiale de la santé déplore le faible niveau de préparation des États africains pour cette opération. Seul un tiers dispose des plans adéquats et élaborés pour les ressources et le financement sur les 47 pays de la région Afrique de l'OMS. Tenez par exemple, l'agence onusienne évalue le coût du déploiement du vaccin auprès des populations cibles à 5,7 milliards de dollars, avec des coûts supplémentaires de près de 20% pour le matériel. Or, d'après les prévisions de l'OMS, 3% de la population africaine devrait être vaccinée d'ici mars 2021 et 20% d'ici la fin d'année 2021. Si l'OMS reconnaît que l'Afrique de manière générale est moins touchée par la menace, des mesures urgentes devraient être prises au regard des mutations du virus et la résurgence de la maladie dans certains pays d'Afrique. Dans son discours d'investiture, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce l'arrivée des premiers vaccins au mois d'avril 2021. En Afrique du Sud, où on enregistre le plus fort taux de contamination sur le continent, 3 essais cliniques sont actuellement en cours. Il est question de tester l'efficacité du vaccin qui sera administré à la population d'ici mi-2021. Le pays en effet compte vacciner 30 à 40% de sa population. Comme l'Afrique du Sud, le Kenya participe également aux essais de vaccins. Le Maroc, pour sa part, compte lancer la campagne de vaccination avant la fin de l'année 2021. Le Nigeria cible 44 millions de personnes dans les jours qui viennent. Ceci après l'adoption d'un protocole par des chercheurs. Au Sénégal, c'est le corps médical, les personnes âgées et les patients souffrant de comorbidités qui seront les premiers bénéficiaires du vaccin. La stratégie vaccinale est la même en Égypte, qui vient de réceptionner 50 000 doses de vaccin pour lutter contre la deuxième vague marquée par une hausse des cas de contamination. Toujours dans ce chapitre international, l'ex-président centrafricain François Bozizé accepte l'invalidation de sa candidature. Cependant, il appelle l'opposition à faire front commun contre Faustin Archange Touadéra, président sortant et candidat à sa propre succession. Pendant ce temps, au Nigeria, la secte islamiste Boko Haram revendique l'enlèvement de plus de 300 écoliers, un kidnapping qui intervient dans le nord-ouest du pays, qui était jusqu'ici exempt, qui était jusqu'ici épargné par les attaques terroristes. La mouture internationale est signée Gladys Sidié. C'est une action spectaculaire menée par Boko Haram au Nigeria. Selon les autorités, 333 écoliers ont été kidnappés à Kankara. Mais il pourrait être plus de 500 d'après des ONG. Enlèvement revendiqué par Boko Haram, qui rappelle celui des lycéennes de Chibok dans l'état du Borno en 2014, où 276 jeunes filles avaient été kidnappées. Ce nouveau rapt
a eu lieu loin du fief de Boko Haram, ce qui fait penser aux autorités nigérianes que les assaillants se sont associés aux bandits du nord-ouest du pays qui auraient prêté allégeance à Aboubakar Shekau. Ce rapprochement serait le signe d'une expansion de Boko Haram dans les régions de l'ouest du Nigeria par l'intermédiaire de réseaux de groupes armés locaux bien implantés. Il s'agit là du premier enlèvement de cette ampleur à l'ouest du Nigeria, jusque-là épargné par les menaces djihadistes. En République centrafricaine, c'est après avoir annoncé qu'il accepte l'invalidation de sa candidature à la présidentielle par la Cour constitutionnelle que François Bozizé a appelé les leaders de la coalition de l'opposition, la COD 2020, dont il est le président en exercice, à s'unir autour d'une candidature unique pour battre le président sortant, Faustin Archange Touadéra. Il donne, dans un communiqué publié le 15 décembre, les critères que le candidat du consensus devra remplir. Il suggère de choisir celui qui dispose de la base électorale la plus étendue et des moyens financiers conséquents. François Bozizé pense que la seule solution pour faire barrage au président sortant, dont l'objectif affiché est de l'emporter au premier tour face à une opposition qui évolue en rang dispersé. Sauf que cette proposition ne semble pas emballer les leaders de l'opposition. Plusieurs pensent en effet que François Bozizé peut soutenir qui il veut, mais sans imposer aux autres la conduite à tenir. Les acteurs de l'opposition centrafricaine estiment avoir déjà tranché cette question et la majorité des candidats s'opposent à la proposition de François Bozizé. Pour l'heure, la campagne électorale se poursuit en vue de l'élection le 27 décembre prochain. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun continue de soutenir les établissements scolaires et les formations universitaires dans l'amélioration des cours d'apprentissage sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Objectif, vulgariser les métiers du numérique et permettre aux jeunes apprenants d'avoir les outils nécessaires pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Reportage. Signature de partenariat entre Orange Cameroun et le Collège de Paris, le leader du paiement mobile au Cameroun, dont la vision se croise avec celle de ce réseau d'universités et de grandes écoles françaises, entend promouvoir dans tous les domaines le savoir-faire du fer de lance de la nation pour une meilleure insertion professionnelle. Eh bien, l'accord que nous avons signé avec le Collège de Paris est un accord à plusieurs approches. Nous allons les aider en mettant à disposition de la technologie, en leur donnant accès aux ressources que nous avons sur certains domaines, que ce soit l'Orange Digital Center, nos équipes qui peuvent venir compléter les cursus en donnant des exemples de la vraie vie. Et en même temps, nous allons bénéficier de leur expérience pour augmenter les capacités de nos collaborateurs. Nous allons aussi travailler sur des projets de stage pour les étudiants. Orange est quand même l'opérateur de la jeunesse. Orange a Orange Pulse avec les universités, avec tous les jeunes du pays. Donc aller au-delà avec des partenariats, avec des partenaires de confiance comme le Collège de Paris nous a semblé tout à fait naturel. Le Collège de Paris se dit satisfait de ce partenariat gagnant-gagnant durant lequel ils mettront au profit des jeunes des formations de qualité liées au digital, question d'enrichir leurs compétences théoriques et techniques pour élargir au maximum leur champ d'expertise. Il est question de promouvoir non seulement l'excellence par la formation, mais également l'excellence par l'innovation. Et nous pensons que les nouvelles technologies sont un bon tableau pour expérimenter cet élément. Elle gagnera concrètement ceci que le digital, c'est la nouvelle planète. Et ils sont beaucoup plus portés vers là. Or, nous avons une expertise dans le cadre de la formation. Et Orange a également des technologies qui peuvent nous aider à y arriver plus facilement. C'est dans la même veine qu'Orange Cameroun s'est lié à l'école d'excellence en Afrique,
UCAC-ICAM, un énième partenariat qui prouve davantage que l'éducation occupe une place de choix à Orange Cameroun. Alors jusqu'ici, Orange Cameroun a eu l'habitude de travailler avec un certain nombre d'écoles partenaires, mais il faut dire que nous n'avions pas véritablement de relations formelles. Donc nous avons voulu aujourd'hui, avec tous les enjeux que nous avons au niveau de la transformation et des nouveaux métiers, ce qu'on appelle les métiers d'avenir, la cybersécurité, le big data et tout ce qui concerne bien sûr toute la donnée, nous avons voulu travailler avec des écoles qui pourraient nous proposer des profils qui serait adapté à notre demande et bien sûr à notre stratégie pour pouvoir réaliser les ambitions que nous avons, notamment d'être opérateurs multiservices préférés des populations africaines. Une excellente opportunité pour la population de s'approprier du digital, surtout dans ce contexte où les organisations recherchent une main-d'œuvre diplômée, formée aux plus récentes évolutions. En fait, nous souhaitons vraiment nous rapprocher des entreprises pour mettre en place les process les mieux adaptés pour pouvoir accueillir des élèves ingénieurs de niveau 4e et 5e année pour vraiment parfaire leur formation et apporter à Orange déjà des compétences et des capacités pour leurs futurs besoins d'ingénieurs au sein de leur société. Par cette matérialisation de coopération avec ces grandes écoles, Orange Cameroun bataille ainsi à réduire au maximum le taux de chômage qui prend des proportions inquiétantes dans le pays. Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. À quelques jours des fêtes de fin d'année, Douala toujours pas suffisamment éclairé et même décoré, on va le dire ainsi. C'est donc la porte ouverte à l'insécurité, Cédric Mouffelet. D'abord, ce visage terne de la ville de Douala, une fois la nuit tombée, alors que d'aucuns s'attendaient à une décoration plus lumineuse, annonçant le réveillon de Noël. Après une année difficile, les Camerounais, vous les avez entendus réagir dans le reportage, ils font le constat que dans plusieurs quartiers de Douala, qui étaient en 2019 décoré déjà à cette heure, ce n'est pas le même visage lumineux qui est observé à cette heure-ci. Certes, le quartier administratif de Douala, Bonanjo, une partie du centre commercial ont vu des décorations être placées, mais dans le reste de la ville, c'est encore l'attente et l'inquiétude des populations. À cela s'ajoute le problème d'éclairage public qui se pose avec acuité dans plusieurs artères de Douala. Cela permet à des brigands, des bandits de mener leur forfait au grand désarroi des populations. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, donc, la suite. Equinox Soir.